Ouais. Bonjour, merci Monsef pour l'introduction et merci au comité d'organisation de me permettre de vous parler de ce sujet qui me tient à cœur depuis quand même quelques temps. Et donc je vous invite à flasher le QR code qui est ici, c'est juste pour recueillir un peu votre avis sur l'HPV. Donc je vais avoir un nuage de mots qui va apparaître dans un instant, c'est pour rendre la session un petit peu interactive. Alors je vais parler du travail effectivement sur Mayotte qui a été fait. Je vais finir par ce travail-là et je vais revenir un peu sur des éléments de la vaccination anti-HPV et puis des choses aussi qu'on a menées à La Réunion. Alors, je vois que les premiers mots-clés commencent à arriver. Je vous laisse continuer à flasher le QR code et à rentrer. Vous pouvez rentrer mot-clé par mot-clé. Sinon, si vous n'arrivez pas à flasher, vous allez sur wooclap.com et vous tapez le code MDYSXH. Est-ce que vous pouvez afficher le nuage de mots, s'il vous plaît? Ok. Essentiel, nécessaire, utile, très bien, crucial, insuffisante, universelle. Donc, il y a plutôt des gens assez convaincus par la vaccination HPV, donc c'est bien, mon topo va être rapide. Est-ce qu'il y en a qui méconnus? Ok. La personne qui a dit méconnue, est-ce qu'elle peut préciser, c'est méconnu pour elle, méconnu pour la population? Méconnu, c'était pas par rapport à moi, c'est par rapport à ce que je constate. Et entourage proche, personnel ou même professionnel, sur les effets, à quel âge. Il y a d'anciennes représentations par rapport à quand c'est arrivé, les premiers vaccins sur faut pas avoir de rapport sexuel avant. C'est très flou, je trouve, cette compréhension-là. Merci pour ce complément. Ok, eh ben, écoutez, c'est pas mal. Ça me permettait de voir aussi s'il y avait des gens qui étaient anti-vax dans la salle et de voir si je devais modérer mes propos, mais je pense que vous êtes tous convaincus, donc c'est très bien. Je vous laisse repasser sur le diaporama, s'il vous plaît. Ok, donc Antoine Bertolotti, donc j'exerce au CHU à La Réunion dans le service de maladies infectieuses et je suis responsable de l'unité de dermatologie. Et donc je vais passer les diapositives si ça marche. Ouais. En termes de déclaration d'intérêt, de lien d'intérêt, je pense que c'est important d'en parler puisqu'on va parler vaccination qui est quand même un médicament. Donc je déclare des liens d'intérêt mineurs avec l'industrie pharmaceutique sur des formations, des hébergements pour assister à des formations. Et j'ai un lien d'intérêt majeur avec le laboratoire Sanofi, mais dans tout autre domaine qui est dans le prurigo. Et c'est pas du tout ce laboratoire qui commercialise ce vaccin. Et je pense que c'est important à noter. Donc je pense vous parler en toute transparence, sans conflit d'intérêt, sur le sujet de la vaccination HPV. J'y fais attention et je refuse toute communication pour le laboratoire qui commercialise ce vaccin. Un petit rappel, donc 2007, la campagne vaccinale HPV commence au niveau français, 2 doses entre 11 et 14 ans, 3 doses entre 15 et 19 ans. En 2015, un premier point d'étape qui montre une couverture vaccinale qui couvre quand même les pays des Amériques, l'Europe, une partie de l'Océanie, l'Afrique du Sud, mais quelque chose qui n'est pas encore bien développé, entre autres sur la partie africaine et sur la partie asiatique. Et puis, au fur et à mesure des années, vient s'implémenter l'extension pour la vaccination chez les garçons dès 2013 en Australie, la vaccination chez les immunodéprimés, la vaccination chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, donc les HSH, jusqu'à 26 ans. Et ça avance progressivement. En France, on arrive à faire passer la vaccination désormais chez les garçons depuis 2019, de façon à être finalement beaucoup plus homogène dans la communication qu'on va avoir sur ce sujet. Et en 2021, un point d'étape au niveau européen, où vous voyez que la France est plutôt en bas du classement, avec des pays européens qui sont à plus de 80-90% de couverture vaccinale, comme on peut avoir au Brésil, comme on peut avoir en Australie. Donc vraiment des progrès à fournir de manière conséquente. En 2022, en France, on est à 37% chez les filles, 9% chez les garçons. Finalement, c'est donné plutôt France métropolitaine. À La Réunion, on était à 14%. Et en fait, à Mayotte, on n'avait pas trop de données à ce moment-là. Sur le bulletin de Santé publique France de cette époque, c'était en moins de 30%, mais sans données précisées. Et puis,
28 février 2023, notre président Emmanuel Macron déclare on va vacciner, on va faire une campagne vaccinale dans les établissements à partir de la 5e, en 5e, vaccination gratuite. Et donc au 1er octobre 2023, c'est parti, il y a 7000 collèges, 850 000 élèves qui sont concernés pour pouvoir faire cette vaccination. Mais vous êtes en France, on a beau être le pays de l'Institut Pasteur, enfin de Pasteur, qui a quand même un peu contribué à la vaccination, eh bien on a quelques personnes qui sont anti-vax. Et ça complique un peu les choses. Alors, je me permets, même si je pense que vous êtes tous convaincus de cet effet vaccinal, de quand même avoir quelques arguments. Parce que alors, nous, il y a des affiches à La Réunion avec des QR codes, on a des vidéos anti-vax en permanence sur lesquelles il faut qu'on arrive à démonter argument après argument. Donc, le premier argument, c'est est-ce qu'il est efficace contre l'HPV ? En fait, il est efficace contre l'HPV, mais en fait, il n'est pas efficace contre les cancers. Et souvent, ils vous sortent ces courbes qui viennent de l'Australie et qui disent, regardez, on a une bonne diminution du cancer avec l'effet du frottis cervico-vaginal, mais depuis qu'on a mis la vaccination en place, en fait, ça ne bouge pas trop. Donc, en fait, la vaccination, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Alors je vous rappelle juste, et j'aime beaucoup m'appuyer sur ce gros papier qui avait été publié dans le Lancet de Drolet et collaborateurs, vous avez donc les HPV 16 et 18 qui étaient concernés par la vaccination à l'époque, puisque vous voyez qu'en fait en rouge, c'est des gens qui ont été vaccinés il y a 5 à 8 ans, et en bleu, à 1 à 4 ans. Donc c'était à l'époque, on n'avait pas encore la vaccination non-avalente, c'était du bivalent ou du quadrivalent. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que tout ça, c'est quand même plutôt en faveur de la vaccination chez des jeunes filles de 13 à 29 ans. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on le voit avec ces HPV qui n'étaient pas couverts dans ces vaccins, qu'il y avait aussi un effet bénéfique qui apparaissait. C'est ce qu'on parle, on parle d'immunité croisée. L'autre élément d'un point de vue clinique qu'on a pu voir assez rapidement, c'est l'efficacité sur les condylomes, ces verrues anogénitales, où on a pu constater, et là vous voyez en rouge, c'est les populations qui ont une couverture vaccinale dans le pays à moins de 50%, et en bleu à plus de 50%. Donc plus vous vaccinez, plus vous allez avoir un effet bénéfique, une diminution des nouveaux condylomes qui vont apparaître. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez avoir la même chose chez les garçons, alors même qu'ils n'étaient pas vaccinés. Et donc, on parle d'immunité de groupe, donc extrêmement efficace. Et puis, on a commencces aussi à avoir des données sur les lésions précancéreuses. Ok, un cancer, on va y revenir, ça prend beaucoup de temps à apparaître. Des lésions précancéreuses, ça prend un peu moins de temps. Et on revoit avec ces couleurs de 5 à 9 ans après la vaccination ou de 1 à 4 ans après la vaccination, vous voyez déjà que, après quelques années, on pouvait objectiver qu'il y avait moins de lésions précancéreuses du col grâce à la vaccination. Ça, c'était pour rappeler que l'histoire évolutive de l'apparition d'un cancer, ça ne se fait pas en 2 ans, ça se fait plutôt en 9 à 15 ans. Et donc, c'est forcément pour cette raison qu'on n'a pas de données explicites pour le moment montrant réellement une diminution du cancer du col, quoique d'année en année, on commence à en avoir de plus en plus. J'aime bien aussi m'appuyer sur cette étude, qui est une étude australienne, où ils ont fait une modélisation et où ils ont pris en compte la vaccination depuis 2007 chez les filles, depuis 2013 chez les garçons, une vaccination avec le non-avalent depuis 2018 et une normalisation selon l'âge. Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez qu'à partir de 2026, 2028, donc c'est demain, la courbe du taux de cancer passe sous le 4 pour 100 000. Et donc on est considéré comme un cancer qui devient rare et qui va disparaître au fur et à mesure des années. J'ai tellement apprécié leur motivation et leur dynamisme par rapport à ce sujet que, en fait, j'ai assisté au congrès à Melbourne en 2022 qui s'appelait Prévention du cancer du col. C'était l'intitulé de leur congrès. Et à la fin de la session, ils ont dit, écoutez, on le fait tous les 2 ans et maintenant on vous propose de ne plus parler de prévention mais d'éradication. Ce qui est exceptionnel. On est capable de dire qu'on va éradiquer un cancer grâce à un vaccin. Donc, si on vous pose, on vous dit, mais oui, mais il n'est pas efficace, il est contre les cancers, vous pouvez dire, c'est sûr, parce qu'en fait, on est à peine à 10-15 ans, on est à peine à 15 ans de la mise en place de cette vaccination, mais pourtant, on a quand même déjà des registres australiens qui commencent à montrer qu'on a une mortalité qui descend. On a des études de modélisation qui le prouvent aussi, et on a toutes les lésions précurseurs, qui disparaissent. L'autre argument, c'est que ce n'est pas un problème de santé publique majeur. Alors, quand vous regardez, ça alors ça remonte à déjà 2015, mais vous avez ici en fait tous les facteurs de risque de cancer, principalement le tabac bien entendu, mais vous avez l'alcool et vous voyez en bleu vous avez l'infection par papillomavirus. Bon, c'est sûr que c'est moins que le tabac et l'alcool,
mais ça reste quand même pas négligeable et ça reste quand même un certain nombre de personnes. Et quand on regarde dans le détail de ce que ça va impliquer comme lésions cancéreuses, précancéreuses, eh ben oui, on parle beaucoup des 2900, 3000, 3100 patientes qui meurent d'un cancer du col de l'utérus, mais on a aussi quand même près de 2000 patients qui meurent aussi de cancer de l'anus, de l'oropharynx, du pénis. Et puis on a toutes ces lésions précancéreuses, et je suis désolé, même si je ne suis pas concerné directement, quand on a une lésion précancéreuse du col et qu'on a une conisation, qu'on a des gestes divers et variés, ça a quand même un impact. Et là, on n'est pas sur 2000 personnes, on est sur 30 000. Et quand on voit des patients avec des verrues anogénitales qui saignent, qui entraînent un retentissement sur les relations sexuelles et sur l'image que l'on se fait de soi et de sa sexualité, bah là, on est plutôt sur 100 000 personnes en France chaque année. Et puis, on a aussi une couverture au niveau international de cet HPV qui est vraiment bien présent. On dit qu'on est à 10% avec des fluctuations qui sont plus ou moins importantes. Et vous voyez d'ailleurs que dans notre région, dans l'océan Indien, on est sur des taux qui sont plutôt très importants de prévalence à l'HPV. C'est 340 000 décès qui sont, de femmes qui sont concernées chaque année d'après l'OMS. Et puis, il y a une étude aussi récente sur la prévalence de l'HPV génital chez les hommes. Et vous voyez que c'est un homme sur 3 qui est porteur de l'HPV et donc possiblement qui va pouvoir contaminer. Ok, troisième argument, c'est la mauvaise tolérance avec tous les scandales qu'on a vu apparaître en 2007, 2008, 2009, 2010 et une stigmatisation de ces vaccinations comme on a pu le voir sur la vaccination VHB et d'autres. Alors là-dessus, moi j'ai envie de dire que les meilleurs arguments qu'on peut avoir, c'est de se fonder sur des registres qui ont été bien constitués dans des pays qui vaccinent depuis longtemps. Donc le registre australien est très intéressant, même si ça remonte à déjà 4-5 ans. Mais vous voyez, 9 millions de doses délivrées. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un peu de syncope, 9 pour 10 000, un peu d'anaphylaxie et de TVP, mais en fait rien d'extraordinaire par rapport à tout ce qui peut être vu dans toutes les autres vaccinations. Donc c'est des effets secondaires qui sont, on va dire, habituels dans la vaccination et pas du tout spécifiques de la vaccination HPV. Ils ont détecté 4 cas de Guillain-Barré, donc c'est des maladies neurologiques qui peuvent apparaître dans les suites d'une infection, dans les suites de désordres infectieux immunologiques et sur lesquels ils ont considéré que sur les 4 cas, il y en avait peut-être 2 qui étaient quand même imputables à cette vaccination en termes de délai d'apparition. Mais en fait, quand vous regardez le taux dans les données nationales, c'est-à-dire que suite à la vaccination, c'est 0,05 pour 10 000 personnes qui ont eu un Guillain-Barré, mais quand vous regardez les données nationales de ce qui se passe dans ce pays, c'est 0,8 pour 10 000. Donc il y a 16 fois plus, si je ne dis pas de bêtises, de risque finalement dans la population générale d'avoir ce type d'effets secondaires. Et les maladies auto-immunes, ils ont recensé 13 pour 9 millions de doses administrées. Et quand on voit les données qu'ils ont de maladies auto-immunes dans cette population, et ben vous voyez, on passe de 0,14 ici à 19 pour 10 000 ou même à 92 pour 10 000 chez les populations aborigènes. Donc ça reste quand même compliqué de dire que ce vaccin entraîne ce type de maladie alors que dans ces populations, ces maladies existent déjà à l'état naturel. Autre registre de pharmacovigilance dans le même genre, c'est le Brésil. Le Brésil a une super campagne de vaccination et ils ont des gros registres qui ont été élaborés. Et vous voyez, en termes de Guillain-Barré, on est à 1 à 2 pour 10 000 dans la population et on est à 0,1 dans les suites de la vaccination. Donc c'est compliqué d'imputer strictement la vaccination et pas de maladie auto-immune déclarée. Je vais passer là-dessus. Un autre argument, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, c'est l'aluminium. Bon, l'aluminium, quand vous prenez votre curry crevette à La Réunion, globalement, vous en mangez bien plus que des vaccinations, que la vaccination de la couverture HPV. Donc, à l'âge de 60 ans, on considère qu'on a ingéré 82 000 fois plus d'aluminium par l'alimentation que reçu par la vaccination. Donc, soyez rassurés, vous pouvez vous faire vacciner. Vous pouvez aussi continuer à manger du curry crevette si vous voulez. Et puis alors le prix, effectivement, je pense que ça a été un élément sur lequel nous, on a été en tant que médecins quand même assez sensibilisés. On a un joli système de santé en France, on a beaucoup de chance, mais ça n'empêche que ça nous embête de voir payer des prix mirobolants sur la vaccination. Et alors ça, j'adore, c'est les Indiens qui sont capables de produire une vaccination HPV. Alors je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont, ça date déjà d'il y a 1 an et demi, mais entre 2 $ et 5 $ probablement la création d'une vaccination HPV, donc vraiment à suivre et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir par rapport à ça. Donc le prix, ça va baisser, même si finalement nous, on est indirectement concernés parce qu'on a un système de santé, et si on parle à l'échelle individuelle, on a un système de santé qui est quand même remarquable. Mais voilà, donc à prendre en compte. Avant de passer sur Mayotte, je voulais faire un point juste sur la Réunion. Donc on a un taux de vaccination qui est désespérant, qui est très très bas.
Et on a proposé, donc c'est Phong Nguyen Tran, qui est maître de conférence en gynécologie, qui a, au cours de sa thèse de sciences, proposé de faire un essai randomisé, non pas pour dire que la vaccination marchait, hein, ça on est tous convaincus, mais pour dire que c'est parce qu'on vient dans les établissements scolaires, qu'on vient pendant une semaine 3 fois dans l'année, que l'on va parvenir à vacciner les enfants, et c'est ça qui va marcher. Donc on a randomisé 2 établissements scolaires dans le sud de l'île. Il y avait 800 étudiants dans chaque établissement, on en a randomisé 250. Le problème, c'est que déjà, il faut obtenir les consentements des parents, c'est tout un bins avec la scolarité pour pouvoir organiser ce type d'études. Et en plus, il y avait la crise Covid en même temps, donc autant vous dire que c'était vraiment compliqué. Mais on en a quand même 90 quasiment dans les 2 bras qui ont accepté que leurs enfants puissent participer à cette étude. Donc il y avait un bras dans lequel on venait avec l'équipe, et c'était l'équipe associative ACETIS et puis les membres du CHU. Et dans l'autre bras, on faisait rien. Qu'est-ce que l'on obtient ? On obtient des résultats avec une dose, des résultats avec 3 doses complètes. Je vais vous parler finalement en analyse en pair protocole, c'est-à-dire là vous avez les résultats qui sont sur l'ensemble de la population, sauf que on voit bien qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas accepté pour diverses raisons. Mais en tous les cas, pour tous ceux pour lesquels les parents ont accepté que les enfants participent à l'étude, pas forcément de se faire vacciner, mais au moins de participer à l'étude, vous voyez qu'il y a 50% des enfants qui se font vacciner. Alors, ce n'est pas encore parfait, ce n'est pas suffisant, c'est sûr, mais c'est vraiment un premier élément, et c'est vraiment un premier élément qui devrait faire boule de neige par la suite. Et donc la conclusion, c'est qu'il faut venir dans les établissements. On avait également fait une étude qualitative, c'est-à-dire qu'en fait, on interroge un certain nombre de parents, d'enfants, d'enseignants, de membres de la recherche, de médecins généralistes qui se sont impliqués pour voir un peu quels sont les freins, quels sont les éléments qui font que ça irait mieux pour pouvoir vacciner. Donc vous avez la peur de la vaccination qui est au milieu. Vous voyez que clairement, c'est le manque d'information. Les gens se plaignent de ne pas avoir assez d'informations. Ils ont besoin d'être détenteurs de l'information pour pouvoir prendre leurs décisions. On voit aussi qu'il y a les scandales pharmaceutiques qui forcément continuent à errer autour de ces éléments. La crise Covid, mais bon, normalement c'est à peu près fini, ou en tous les cas on est un peu moins impacté. Le rôle du médecin généraliste primordial, vraiment, si mon médecin généraliste me dit qu'il faut le faire, je vais le faire. Et il y a vraiment une vraie confiance en tous les cas de la population réunionnaise sur le médecin généraliste. Mais le médecin généraliste n'est pas toujours convaincu. Les enseignants aussi ont une place très très importante, et ça c'est vraiment chouette de pouvoir le voir et l'objectiver. Et puis après, vous avez toute la partie médias sociaux qui vont entraîner du fake news, qui vont entraîner de la peur, qui vont entraîner une incompatibilité à pouvoir faire ça. Les journalistes qui vont aussi avoir un rôle important dans la diffusion d'une bonne information, d'une mauvaise information, et puis tout ça dans un contexte de risque sexuel, de tabou à la maison qui va apparaître. Alors, je vais passer rapidement là-dessus, c'était un peu les commentaires. Mais je voulais revenir donc, sur cette diapositive où je disais 3 points d'interrogation pour Mayotte. Sauf que Mayotte, 25 septembre 2023, fait part de cette première campagne de vaccination qui a été faite. Et moi, je veux dire un grand, grand, grand bravo, puisque Mayotte est finalement un des territoires les mieux couverts en vaccination HPV, après juste 1 an de campagne, qui a été anticipée par rapport à la campagne nationale. Et ils ont fait 46% de la population cible vaccinée en 8 semaines. L'autre territoire, et je dis territoire qui est très très bien couvert, c'est la Nouvelle-Calédonie et qui bénéficie en fait de l'influence néo-zélandaise et australienne. Je suis passé chez eux l'année dernière et en fait, ça coule de source, c'est normal de se faire vacciner. Donc c'est vraiment une superbe expérience et je serais ravi d'ailleurs s'il y a des gens de l'ARS qui ont participé à ce projet de pouvoir échanger avec eux parce que vraiment je trouve que c'est exemplaire. Et l'idée a été quoi ? Ça a été de dire il y a le rattrapage du DTP à faire à 11-12 ans. On joint au rattrapage du DTP, éventuellement un rattrapage du ROR aussi pour ceux qui ne l'ont pas eu, on joint la vaccination HPV et ça marche. Donc tout ça pour dire que on a fait avec, alors c'est le docteur Phong Nguyen Tran encore elle, avec donc Jean-Hugues Neff qui, dans le cadre de sa thèse de médecine, a fait une étude qualitative finalement quasiment à la même période où ça se déroulait. Et donc, je vais vous présenter les principaux résultats. Donc, encore une fois, c'est une étude qualitative. Donc, on va prendre un pool de personnes, là, en l'occurrence des médecins généralistes, 22 médecins généralistes qu'on a interrogés, qu'on a laissé parler avec des questions ouvertes sur leur ressenti de la vaccination HPV, de comment est-ce qu'on pourrait faire mieux, qu'est-ce qui ne va pas, quels sont les freins. Et on a pu avoir donc, 22 médecins, 16 minutes d'entretien en moyenne avec des gens qui ont eu un peu plus d'idées, de choses à dire. Une population relativement homogène qui était
présente un peu partout sur Mayotte, hein, un peu plus à Grand Mamoudzou, mais des gens dans le nord, dans le sud, dans le centre-ouest. Et puis, en termes plutôt quand même des jeunes installés, moins de 5 ans ou moins de 9 ans, et qui vaccinent régulièrement pour la vaccination HPV, mais aussi certains qui disaient non à la vaccination HPV et qui ne le vaccinaient pas. Donc le point vraiment primordial qui est revenu de tout le monde, c'est l'information. On manque d'informations, les médecins manquent d'informations, on a du mal à informer les patients ont besoin d'informations, les institutions doivent donner de l'information, mais aussi finalement manquent de l'information. Et il y a vraiment cette triangulation qui apparaît et qui est centrale sur l'information, et on peut comprendre que les gens aient besoin d'avoir une bonne information. Les leviers, eh bien, pour la partie médicale, les médecins ils veulent des études scientifiques, ils veulent des formations multidisciplinaires, ils veulent des formations qu'on forme mieux les étudiants, ils veulent des données épidémiologiques, ils veulent de la communication et sensibilisation, ils veulent éventuellement des fascicules et des visites dans les cabinets pour pouvoir sensibiliser les médecins dans leur quotidien à ces questions-là. Les patients, eh bien, c'est les médecins qui répondent, hein, mais il faut éduquer davantage les patients, utiliser des canaux adaptés, la télé, la radio, les réseaux sociaux, sensibiliser en shimaoré. Et je reviens là-dessus, c'est hyper important, puisque dans l'étude PrEV-HPV qui a été faite par les collègues de Pasteur à Paris, Judith Muller nous expliquait que vraiment, ils ont noté qu'il y avait moins de vaccination dans les familles qui étaient bilingues. Ça sous-entendait finalement des familles qui étaient issues de l'immigration, première, deuxième génération, et qui avaient donc un autre langage et qui était probablement pas celui qui était utilisé pour communiquer, et du coup ça freinait à l'adhésion à la vaccination. Campagne itérative par période, et également cibler les parents, les associations, les réseaux et les plans d'éducation sur la sexualité. Donc voilà des petites phrases qui ont été rapportées par nos collègues. Donc oui, il faut informer les médecins parce que c'est ce qui manque à Mayotte. Non, je pense qu'on est censé être à peu près tous au courant maintenant. J'ai l'impression qu'on a quand même été informés que c'était ce qu'il fallait faire maintenant. Donc, probablement que lui était plutôt la génération très récente et qui a eu beaucoup de cours sur le sujet. Par quels moyens informer ? Moi, je pense qu'il faut organiser des EPU parce que c'est vrai qu'à Mayotte, on est isolé. Donc oui, des EPU sur site parce que nous, les formations, on est souvent obligés de prendre un billet d'avion pour partir. Peut-être insister plus sur des formations en commun, médecine G, infirmiers, sages-femmes. Les médecins sont demandeurs des études bien faites. Je te parle, tu vois, des études incontestables sur le plan statistique, des bilans épidémiologiques, mais qui permettraient d'avoir des chiffres en fait sur les incidences. Sensibiliser les étudiants, c'est pour ça que c'est important aussi, parce que moi, j'ai été sensibilisé pendant mon externat quand j'étais en gynécologie, donc c'est important qu'on puisse en entendre parler à ce moment-là. Il y a aussi des émotions positives et négatives, et donc dans les émotions positives, il y a la confiance, l'engagement. Moi, je suis totalement convaincu, mais il y a aussi quand même certaines personnes, donc voilà, j'ai tellement eu peu d'effets secondaires, je suis confiant, mais il y en a quand même certains qui disent pas assez de certitude, je ne suis pas assez persuadé de l'apport du vaccin. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas dans la salle, mais il y a quand même quelques collègues qui sont encore sur ces positions. J'ai plus aucune confiance. Enfin, pour moi, il y a des illogismes. Enlever cette peur des soignants, c'est important. Et si on a choisi de faire ce métier, c'est bien pour ça. C'est aussi pour essayer de se bouger. Donc là, on est vraiment dans la catégorie de l'opportunisme, de la motivation. Donc franchement, je ne baisse pas les bras. Je pense qu'on va réussir à le faire. Donc il y en a aussi quand même qui restent motivés. Il y a plein de petits leviers qui sont apparus. La question de la vaccination obligatoire, il y a quand même pas mal de médecins qui sont totalement favorables à rendre certaines vaccinations et celles-ci obligatoires. Et c'est vraiment ça qui a permis de réduire le temps de consultation, de convaincre les gens en disant écoutez, c'est obligatoire, c'est comme ça. Je ne vais pas pouvoir passer 15 minutes à vous redonner tout l'argumentaire. Voilà, c'est discuté, mais il y en a quand même un certain nombre qui sont favorables à ça. Il y a le milieu religieux qui est également rapporté, qu'il faudrait peut-être soutenir ou qui devrait être soutien de ce type d'information. Le milieu scolaire, le prix, on en a parlé tout à l'heure avec les Indiens, le milieu associatif, organiser des jours de vaccination ou autre. Donc c'était avant finalement que la campagne se fasse au niveau national. Le milieu scolaire, vous voyez, certains disaient, moi je pense que la meilleure source pour vraiment augmenter la couverture vaccinale, c'est le milieu scolaire. Le milieu associatif, les associations, elles se mobilisent. Donc je me suis engagé avec une association pour faire ce travail auprès des patients. Le milieu religieux, vous savez, à Mayotte, il y a des personnes religieuses qui sont très respectées. Et je pense que si on faisait passer le message en incluant ce réseau-là, ça faciliterait beaucoup plus de choses. Et puis les réseaux sociaux. Par contre, ce que je sais, c'est qu'à Mayotte, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont très fréquentés, surtout le Facebook ici, même les mamans. En tout cas, c'est un des moyens de communication. Et puis, vous avez plein de choses aussi plutôt négatives sur la partie culturelle, la polygamie, les priorités. Est-ce que la vaccination HPV est une priorité à Mayotte aujourd'hui ?
le système de santé qui n'est pas si simple que ça à Mayotte, mais aussi des côtés positifs de prévention, de sensibilisation aux IST, et aussi le mot cancer qui vraiment inquiète beaucoup la population mahoraise et qui va être un levier très très important pour pouvoir convaincre à la vaccination. Je vais passer rapidement là-dessus pour rester dans mes temps. Si je voulais juste dire dans les petits points annexes qui avaient été soulevés par Jean-Hugues, c'était quid des populations en situation irrégulière. Et moi, je trouve ça quand même très beau, ce type de commentaire. Moi, je suis médecin, donc je ne soigne pas une nationalité. Ils se soignent chez nous, qu'on le veuille ou non. Donc c'est tout aussi logique de faire de la prévention par rapport à cette catégorie de population, parce que de toute façon, ils vont être consommateurs de notre système de santé dans la mesure où il va y avoir des complications liées au cancer du col. Ça crée de la dépense publique, donc oui. Moi, je pense qu'il faut les vacciner à partir du moment où ils sont là. Il faut composer avec. Pour Mayotte, c'est important, et parce que ces maladies vont circuler si ces gens sont là. Donc en conclusion, est-ce qu'il est efficace? Ben oui, et je pense que vous en êtes tous convaincus. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Il y en a comme tout type de médicaments, que ce soit des vaccins ou pas des vaccins, mais on est quand même plutôt rassuré par toutes les données de registre. Est-ce que chacun peut jouer... est-ce que chacun peut jouer un rôle? Alors quand je fais des formations aux dermatologues, je leur montre la photo de l'acné, ils me disent mais quel est le rapport? L'acné c'est 12, 13, 14, 15 ans en fait, c'est une population cible, c'est la population cible, donc même un dermatologue libéral il peut agir sur la vaccination HPV. Et puis je vous rappelle l'objectif de l'OMS, 90% de personnes vaccinées en 2030, 70% des femmes screenées pour le cancer du col et 90% de ces personnes positives traitées pour le cancer du col. Je tiens à remercier toute l'équipe avec qui je travaille sur l'axe santé sexuelle, Dr Fongentran, Daniel Reynaud qui finit sa thèse de sciences, Vincent Balaya qui est aussi gynécologue au CHU Nord, Kevin Diallo qui est dans le service avec nous au CEGID, tous les étudiants qui ont beaucoup publié ces dernières années avec une trentaine d'articles, et puis également un remerciement à toute l'équipe de Saint-Pierre. N'hésitez pas, il y a des séminaires de dermato-infectieuses régulièrement avec le gridiste. Il y a aussi, si vous vous intéressez à la dermatologie, le congrès de la SRD en avril 2015. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai essayé de rattraper le retard qu'il y avait sur la session, mais je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce que vous avez une source fiable là où moi je bosse aussi, j'ai des moments de prévention auprès du public. Par contre, je ne sais pas trop où aller me renseigner. Ouais. Alors, normalement, le site de l'INCa a fait des plaquettes d'informations assez intéressantes. Le problème, mais c'est de manière générale, cette information métropolitaine, c'est qu'elles ne sont pas forcément totalement adaptées au public qu'on a dans les territoires ultramarins. Voilà. Donc, c'est INCa, c'est INCA, c'est l'Institut pour le cancer, au niveau national. Et donc, ils ont pas mal de documentation. Ils ont même, je crois que c'est eux qui ont fait un escape game virtuel où vous pouvez jouer pendant 40 minutes à répondre à des questions-réponses et aller apprendre sur la vaccination HPV. Donc, il y a pas mal de choses qui se développent, mais encore une fois, je pense qu'il y a besoin que nos ARS, il y a besoin que nos acteurs de terrain puissent aussi fournir de la communication adaptée à nos populations. On en parlait un peu juste à la séance juste avant. En fait, il faut qu'on arrive aussi à s'adapter à notre population et répondre à leurs questions de la manière la plus adaptée. Donc c'est une bonne source, mais pas que. Vaccinent dans les écoles. Mais nous, on a un problème à Mayotte, c'est sur la vaccination des gens qui n'ont pas la sécurité sociale, puisque ce n'est pas un vaccin qui est délivré par le CHM. Et donc, on pourrait imaginer que l'école soit un lieu de la vaccination. Donc, je me demande, est-ce que les gens scolarisés non affiliés, on peut juste les adresser à l'école? Je ne me rends pas trop compte comment ça marche la vaccination, parce que s'il a raté la campagne de juin 2023, est-ce qu'on peut faire référer en gros à l'infirmière scolaire et obtenir un vaccin gratuitement, en fait, ce qui est le frein pour nous? Alors,
Oui, en fait, je me permets de répondre à la question. Donc, Kevin Diallo, infectiologue à Saint-Pierre, à La Réunion. Donc, du coup, en fait, en participant aux réunions, ce qui avait été conclu avec l'assurance maladie, c'est qu'il y a un numéro quelques numéros uniques, mais qui ne soient pas rattachés à un enfant en particulier. Donc, en fait, il y a bien une prise en charge par la sécurité sociale pour tous les enfants scolarisés, qu'ils aient un numéro de sécurité sociale ou non. Et le reste est pris en charge par l'État. Donc, c'est bien gratuit à l'école à partir du moment où on est scolarisé, même si on n'est pas affilié à une sécurité sociale. Mais tout au long de l'année, du coup. Enfin, on peut juste l'adresser à l'infirmière. 5e. C'est pas que pendant une campagne spécifique. C'est que pour la campagne de 5e avec cette année, donc du coup les deuxièmes doses qui pourraient être effectuées au 4e, qui auraient eu leur première dose en 5e. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que Kevin, tu peux nous expliquer un tout petit peu plus comment ça se passe dans les écoles? Il y a une infirmière qui fait ça, mais est-ce qu'il demande l'accord des parents de manière pratique? Parce qu'effectivement, avec toutes les oppositions des parents, je trouve ça extraordinaire qu'on puisse aller vacciner dans les écoles, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de freins et de barrages. En pratique, comment tu as vécu ça? Donc, en pratique, c'est une longue histoire, mais le rectorat était responsable des campagnes d'information et du recueil du consentement des parents qu'il devait recueillir. Donc pour tous les enfants en classe de 5e, il recueillait tous les consentements et ils adressaient la liste de tous les enfants qui pouvaient être vaccinés au centre de vaccination. Les centres de vaccination dépendaient principalement en fait, des CHU pour la plupart. Après, il y avait probablement des centres de vaccins extérieurs en hexagone. Et donc, du coup, c'était l'équipe du centre de vaccination qui était envoyée sur un site de collège pour vacciner tous les enfants pour lesquels ils avaient un consentement, donc en lien avec le collège. Alors après, l'année dernière, c'était une première année, donc on a essuyé beaucoup d'échecs de communication, de mise en place. Enfin, voilà, c'était la première année, donc c'était très compliqué. Mais en tout cas, maintenant, les contacts sont faits et l'objectif, c'est vraiment de fluidifier cette partie administrative et préalable qui est chronophage et d'essayer d'augmenter, du coup, l'efficience en fait, de la vaccination sur le terrain. Le problème, c'est que ça s'est fait de manière très directive et descendante. C'est-à-dire que, en fait, même nous, acteurs locaux, qui avions fait des études, même en plus financées en partie par l'ARS, il n'a pas été possible d'implémenter ce qu'on avait prouvé, publié comme méthode. C'est-à-dire qu'on avait dit, il faut mettre un bus pendant une semaine, il faut venir pendant une semaine. Parce qu'en fait, les premiers jours, il ne se passe rien. Et puis, en fait, on commence à faire des dessins sur l'HPV, faire des cours en SVT, à faire venir la presse. Et puis, à la fin de la semaine, ça y est, ils ont enfin ramené leur carnet de santé et ils se faisaient vacciner dans l'étude qu'on a réussi à faire. Donc, il y avait une émulation qui se crée. Et là, c'est le papier, il descendait du national. C'était un papier qui était, encore une fois, pas forcément adapté à la population réunionnaise. Et en fait, les gens, s'ils étaient très convaincus, ils le faisaient. Et ensuite, il y avait encore la barrière qui ramène le carnet de santé le jour unique où on passait dans l'établissement. Donc, au final, c'est quoi? C'est 7% qui ont été vaccinés 6%. Donc il y a un problème, encore une fois, d'adaptation au contexte. Et je trouve que ce que Mayotte a réussi à faire, de prendre les devants, et en plus de ne pas... En plus, c'était l'année où il y a eu la campagne qui a été demandée au niveau national, de réussir à rester dans ce qu'ils ont dit. On dit, on fait ça, nous, on tente de le greffer aux vaccinations DTP. Super, super. Nous, en fait, on est arrivés, on a dit, faudrait faire ça. Dire, oui, mais on va attendre le national. Donc pour l'instant, ça ne marche pas. Merci beaucoup.